Salut à tous, on se retrouve pour notre premier débrief MotoGP de la saison, après les essais en Malaisie à Sepang, le retour en piste de tout le plateau MotoGP pour 2019, avec Thomas Beaujard de Motojournal et Michel Turcot de Motorevue, nos deux grands spécialistes français du MotoGP. Michel, combien de saisons en Grand Prix? C'est la 29e, Alexis. T'étais même pas né quand j'ai commencé. Je venais de naître, on va dire. Et pour toi? Et moi j'attaque la 10e, je suis un junior. Alors messieurs, vous étiez tous les deux à Sepang, une rentrée des classes, c'est pas comme un Grand Prix, c'est une séance d'essai. Est-ce que les pilotes sont plus détendus, plus accessibles, ou est-ce que déjà on a senti un petit peu la pression et les enjeux aujourd'hui qui font que de toute façon, dès qu'on est sur un circuit, il y a de la pression? T'as un petit peu résumé le tout, hein. C'est une combinaison de choses. Effectivement, il y a quand même, on est beaucoup plus relax sur un Grand Prix, il n'y a pas d'enjeu. Néanmoins, il y a quand même un enjeu, c'est d'essayer beaucoup de choses, de préparer les motos pour le premier Grand Prix. Et cette année, on a seulement 2 séances de test, le Qatar et Sepang avant, donc on n'a plus la séance de Buriram, donc seulement 6 jours. Thomas, c'est peu pour préparer un premier Grand Prix. Ouais, 6 jours au lieu de 9, ça fait quand même un tiers d'essai, de journée d'essai de moins. Et effectivement, même si on peut voir les pilotes chaque jour, donc on a un débrief avec eux chaque jour, comme ça se passe en Grand Prix, on peut quasiment tous les passer en revue. Il y a quelques petits problèmes au niveau des horaires, ça change au dernier moment, on crapahute d'un stand à l'autre, c'est de l'à peu près, mais on passe quand même grosso modo 20 minutes avec chaque pilote, donc on a plein d'infos, et puis on sent que tout le monde est vraiment content de se remettre au travail en conditions réelles, parce que Marc Marquez par exemple le disait, on peut être très fort au gymnase, quand on arrive ici de toute façon c'est le premier gros test de la saison sur le circuit le plus physique, et on finit les 3 jours détruits même quand on attaque en très bonne santé, ce qui n'était pas son cas cette année. Oui, et puis il fait chaud en Malaisie, donc ça c'est vrai que pour une reprise aussi c'est toujours compliqué physiquement. On va attaquer dans le vif du sujet avec les chronos. On a vu les Ducati très en forme, meilleur temps pour Daniel Petrucci et nouveau record de la piste de Sepang. Voilà, c'est Ducati qui ont marqué les esprits à Sepang. Oui Alexis, donc on a les 4 Ducati, 4 des 6 Ducati aux 4 premières places. Donc bon, ça veut dire effectivement que les Ducati sont performantes. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va avoir 4 Ducati toute l'année devant. Comme tu l'as dit, Sepang, les conditions sont particulières. Donc c'est un circuit où il fait très chaud. Cette année, les conditions étaient encore plus particulières par le fait qu'on n'a pas eu d'eau du tout. Généralement, il pleut, donc la piste évolue, elle change. Là, on a eu des conditions stable sur les 3 jours. Michelin avait amené des nouvelles gommes, des nouveaux mélanges de gommes qui étaient vraiment très, très bien adaptés à la piste et aux conditions, puisqu'on a eu 6 pilotes qui sont descendus en dessous du record de Lorenzo, donc ça roulait vraiment très vite. Ces essais, c'est pas fait pour aller faire un chrono, c'est fait pour aller développer des pièces, trier des pièces, choisir des options pour les motos qui devront être définies au Qatar. Donc le chrono, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est toujours bien évidemment le moyen de marquer un peu son adversaire psychologiquement. Alors à Sepang, pour faire un chrono, il faut soit rouler, soit tout donner le matin quand la piste ouvre à 10h, puisque c'est là qu'elle est le moins chaude, ou alors on attend la fin de journée, parce que souvent elle refroidit aussi sur la dernière heure. Donc voilà, la fenêtre de tir, elle est étroite. Si un pilote rate cette fenêtre de tir, il va pas faire le meilleur chrono. Rins et Vinales espéraient améliorer le dernier jour, par exemple. En fin de journée, bon, la piste était trop chaude et ils n'ont pas pu le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tous ces chronos avec un peu de retenue, on va dire. Alors il y a eu un autre élément dans tout ça, c'est qu'il y a eu 3 jours de ce qu'ils appellent shakedown, c'est-à-dire déverminage en gros, où normalement c'est que les pilotes d'essai qui viennent. Mais là, comme il y a moins de journées d'essai, il y en a 6 au lieu de 9, comme on vient de le dire, les usines qui n'ont pas de concession, c'est-à-dire qui n'ont pas plusieurs podiums sur le sec, peuvent faire intervenir leurs pilotes officiels dès les premiers jours d'essai. Donc ça a été le cas pour Zarco, pour Espargaro aussi je crois. Il y a plusieurs pilotes officiels qui ont participé aux 3 premiers jours de test et qui de ce fait aussi ont déposé de la gomme sur le circuit. Donc on a eu un circuit qui normalement a des problèmes de grippe, surtout à l'époque à laquelle se déroule la course, puisque c'est en octobre et en général la saison humide, il y a beaucoup de pluie et donc là on a eu des conditions vraiment très particulières. Jorge Lorenzo, qui était interviewé sur MotoGP.com il y a 2 jours, disait
oui, effectivement, c'est très beau ce qu'ont fait les pilotes, mais c'était pas exactement les mêmes conditions dans lesquelles moi j'ai établi mon record de piste. On connaît Jorge, et quelque part il a raison. Donc, en plus de ça, même Dovizioso, qui était quand même placé devant, disait oui, c'est un tour sur un circuit. Et donc, à l'issue de ça, moi, je considère qu'effectivement, on est mieux qu'en octobre lors du Grand Prix, mais par contre, on manque encore de vitesse en milieu de virage. Donc, il faut se garder de tirer des conclusions hâtives par rapport à ce classement sur un tour. Alors on va faire un petit peu un tour d'horizon des performances de chacun et on va prendre les questions de nos internautes à ce sujet. La première de YoYo50 qui nous parle de Johan Zarco et qui veut savoir un petit peu comme tout le monde combien de temps mettra Johan à se battre aux avant-postes et notamment on va dire à être à moins d'une seconde des meilleurs, selon toi Michel. Je pense que personne ne le sait. Quel temps ça va mettre, tout ça, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la moto a quand même progressé depuis le mois de novembre. Johan l'a reconnu. Alors ça ne se traduit pas encore en termes de chrono. Néanmoins, il était quand même content d'être descendu sous la barre des 2 minutes le deuxième jour. Bon, il n'a pas été le seul à le faire, malheureusement. D'autres ont roulé beaucoup plus vite. Il était content surtout de ne pas être tombé. Et s'il n'est pas tombé, c'est parce qu'il avait un meilleur feeling avec sa moto, de meilleures sensations, notamment avec le train avant, plus de retour d'infos, comme il dit. Donc, chez KTM, pour l'instant, on travaille pour donner plus de confort aux pilotes. On sait que pour Johan, c'est une priorité, se sentir bien sur la moto. Donc, une ergonomie qui a été revue, une machine sur laquelle il sent mieux. Après, savoir combien de temps ça va prendre pour qu'elle soit capable d'aller chercher un top 5, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même mis Johan dans une situation privilégiée chez KTM, c'est-à-dire que toutes les nouvelles pièces, c'est Paul Espargaro qui les a en priorité testées. Il en a même perdu son latin. Il y a un moment où il ne savait plus ce qu'il faisait, quelles étaient ses références sur la moto, etc. C'était compliqué. Il a même fini par chuter dans le premier virage. Johan, lui, il s'est simplement concentré sur les réglages parce qu'il voulait arriver à avoir le mode d'emploi de la moto. Selon son chef ingénieur Markus Eschenbacher, l'allemand, il a plutôt très bien bossé. Et c'est vrai que c'était pour la première fois, Johan qu'on a retrouvé en tête de toutes les motos, de toutes les KTM. C'est la première fois qu'il devance Paul au chrono de pas grand-chose, mais psychologiquement, ça lui a fait du bien. Et lui dit que maintenant, il faut qu'il bosse sur l'électronique et sur le moteur pour avoir un petit peu plus de grip à l'accélération. C'est quelque chose que les usines japonaises ont mis pas mal de temps à obtenir. Et pour ça, il compte sur l'aide de Dani Pedrosa, qui vient d'être opéré et qui, a priori, sera de retour au guidon dans 3 mois. Alors, si je peux me permettre, ce qui est intéressant chez KTM entre Paul et Johan, c'est qu'ils ont un discours qui est assez différent. On sait que Paul a un pilotage hyper agressif, il mise tout sur la sortie de virage, il veut beaucoup de grip, il a toujours une moto qui est très basse de l'arrière, un train avant très rigide parce qu'il freine très très fort, et c'est l'opposé de Johan. Donc on a l'impression que depuis 2 ans, KTM travaille dans la direction de Paul, et qu'aujourd'hui, Johan est en train de leur faire comprendre qu'il faut peut-être aller voir ailleurs. Et alors, ce qui est assez surprenant dans tout ça, c'est qu'arrive le Team Tech 3 avec Miguel Oliveira, qui a roulé pratiquement aussi vite que Johan et Paul, alors qu'il découvre le MotoGP avec une moto qui est difficile. Et Miguel, il a la chance de travailler avec Guy Coulon. Et Guy Coulon, aujourd'hui, essaie avec son expérience et tout ce qu'il a appris avec Honda, avec Yamaha, d'amener KTM à ouvrir un petit peu son champ de réflexion et se dire peut-être que cette performance pure en sortie de virage, il faut aussi, avant tout, que ça soit des entrées de virage et puis aussi d'utiliser les pneus. Aujourd'hui, en MotoGP, pour faire des résultats en course, il faut être performant du premier au dernier tour. Si on fait un super chrono sur 5 tours, mais qu'au bout du 6e tour, il n'y a plus de pneus et qu'on perd, il y a 2 secondes d'écart entre le dernier et le premier tour, on va finir dans les choux. Alors, ce que disait Markus Eschenbacher, encore une fois, c'est que c'était bien d'avoir Paul et Johan, pour lui, ce sont 2 top pilotes, mais qui ont des styles opposés, et que c'est très complémentaire de travailler comme ça. C'est pas le premier chef ingénieur qui dit ça. C'est aussi très bien, ce qu'on a eu comme info de Tech 3, c'est qu'ils se sentaient vraiment écoutés par le team officiel KTM, ce qui était beaucoup moins le cas chez Yamaha. Et donc, c'est vrai que tout cet ensemble de choses va peut-être faire que la progression de la RC16 va s'accélérer. Maintenant, KTM est face à des teams qui ont 12 ans d'expérience, 14 ans d'expérience en MotoGP, puisque ça a commencé en 2003. Et donc, face à ça, c'est compliqué de rattraper le retard en une fois. Malgré tout, c'est vrai que quand on demandait à beaucoup de personnes à l'intérieur du team, on les sentait vraiment soulagés par ces essais et on ressentait un vrai progrès.
Alors pour faire la transition entre Johan et les Yamaha par exemple, on a Anthony qui nous demande est-ce que Johan n'aurait pas des raisons d'avoir quelques rancœurs envers Yamaha dans le sens où le nouveau team satellite Yamaha a semble-t-il eu des M1 quasiment d'usine cette saison, chose que Tech 3 n'avait jamais réussi à avoir et Johan n'avait jamais réussi à avoir notamment avec ses performances. Thomas, je te laisse commencer. Ouais, c'est une question de contexte en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le team Malais a des moyens qui sont bien supérieurs à ce qu'était Tech 3 parce qu'ils ont le soutien de Petronas. En fait, Yamaha ne fait pas de racisme, hein, c'est simplement qu'ils payent, ils donnent en fonction de ce qu'on est capable de leur payer. Donc c'est vrai qu'au départ, on entendait par exemple pour Fabio une moto 2018. Finalement, là, il a une moto 2019, mais avec un petit peu moins de régime moteur. Donc effectivement, on n'a pas les chiffres sous les yeux, mais il y a fort à parier que Petronas a mis tous les moyens nécessaires à être servi le mieux possible. Et au moment où Johan a dû décider, enfin en l'occurrence c'est plutôt son manager Laurent Felon, son ex-manager Laurent Felon qui l'a fait et pas lui, cette proposition n'existait pas. Ce team n'existait pas, c'était pas sur la table. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il peut nourrir des regrets, puisqu'à l'époque, c'était pas une option. Enfin, ça n'existait pas, quoi. De toute façon, lui, ce qu'il voulait, c'était une place dans un team officiel. Donc, il n'y a pas de regrets à nourrir par rapport à ça. Après, effectivement, les choses ont changé chez Yamaha. Elles ont aussi changé parce que l'expérience Tech 3 a fait que du côté de Lynn Jarvis, on s'est dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on revoie notre politique et faire comme fait Ducati avec le team Pramac ou Honda avec le team LCR. C'est-à-dire qu'on fait une moto de l'année à un des pilotes. En l'occurrence, Miller et Crutchlow. Voilà, Thomas l'a dit, obtenir du bon matériel chez Yamaha, c'est une question d'argent. Donc en fonction de son budget, mais on a des pièces plus ou moins évoluées. Donc Fabio va avoir une moto 2019 avec 500 tours de moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 7 moteurs pour la saison, il en aura 5. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'argent. Après, il faut savoir aussi que l'an dernier, la Yamaha, le moteur a été mal conçu. Donc il y a eu des problèmes toute la saison. Donc quel sens ça aurait eu pour Yamaha de donner un de ces moteurs-là à Fabio, sachant que ce moteur était moins performant. Donc on repart avec une nouvelle conception moteur. Voilà, la même pour tout le monde. Ça fait sens, c'est cohérent de repartir là-dessus. Et encore une fois, je pense que Yamaha aussi a appris de ses erreurs. Voilà, Aujourd'hui, c'est la norme d'avoir le maximum de données disponibles. Il n'y a que Suzuki et Aprilia qui n'ont pas ce luxe. Et c'est vrai que quelque part, jusqu'ici, ils ont été pénalisés. Suzuki, comme Aprilia, bénéficiait de concessions. Là, cette année, on va rapidement voir si Suzuki a réussi à bien calibrer le tir avant le début de la saison. Parce que s'ils s'aperçoivent, comme il y a 2 ans, que leur moteur a un problème, ils ne peuvent plus l'ouvrir, ils ne peuvent plus changer la location. Donc ça devient très compliqué quand on est full usine, entre guillemets. Alors en tout cas, cette nouvelle équipe Yamaha SRT, elle fonctionne bien. Franco Morbidelli, très prometteur, et Fabio aussi, qu'on a derrière nous, qui a fait des très bons essais pour un rookie. Une bonne saison en perspective pour Fabio? Ah bah clairement, de toute façon, il a une moto, on sait que la Yamaha, pour débuter, c'est le top. Johan l'a prouvé il y a 2 ans. Voilà, Morbidelli, qui avait une Honda super compliquée, super agressive. L'an dernier, on l'a pas vu. Pourtant, il était champion du monde moto d'un titre. Là, il monte sur la Yam, boum, il est devant. Donc, le pilote n'a pas changé. Simplement, il a une moto facile, homogène. Donc, c'est vrai que l'an dernier, la Yamaha a beaucoup été décriée. Bon, là, voilà. Après, le niveau est tel en MotoGP qu'on parle de dixième de seconde. La Yamaha, elle n'est jamais devenue une mauvaise moto. Elle était moins performante. Là, la version 2019 semble beaucoup mieux. En tout cas, je pense qu'ils ont rectifié le tir au niveau du moteur. Hein. En tout cas, Vinales l'a prouvé, parce que si Vinales, bon, il est déjà le premier non Ducati en termes de performance pure, mais si on prend les 20 meilleurs chronos de ces 3 journées d'essai, c'est lui le plus rapide avec Rins. Donc ça, voilà, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la moyenne des temps et pas seulement le meilleur. Bagnaia a fait le 2e temps, ce qui est magnifique, mais bon, si on fait la moyenne de ses 10 ou 20 meilleurs tours, il est beaucoup plus loin, donc ce qui est logique. Hein, voilà, donc encore une fois, les chronos à analyser avec un peu de retenue. On parlait de la vitesse sur un tour rapide qui se faisait sur la première et la dernière heure de piste. Les pilotes ont ensuite préparé aussi non seulement leur saison, mais leur Grand Prix de Sepang en partant pour des simulations de course au moment où il faisait le plus chaud, à 2 h de l'après-midi. On a d'abord vu les Ducati tourner ensemble, chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'ici, ou très peu, avec Dovizioso et Petrucci qui s'entraînent aussi en cross chez eux à Forlì, rouler ensemble. Et le lendemain, c'était Viñales et Rossi qui les ont imités pour
pour récupérer le maximum de données, voir ce que ça donnait en conditions réelles, et puis s'entraîner aussi physiquement, on va dire dans un contexte réel avant le début de la saison. Alors Beaulieu souhaite avoir des nouvelles de chez Honda et souligne le fait que Marc Marquez était convalescent, Jorge Lorenzo n'était pas là, Kel Crutchlow revenait de sa grosse blessure à la cheville. Est-ce que tout ça, ça peut un peu pénaliser les Honda cette saison, le développement de la RCV? Ça risque de les pénaliser sur le début de saison, en tout cas sur la première course, parce qu'on peut raisonnablement penser que Marquez, par exemple, sera à 80%. En tout cas, selon son préparateur physique, il ne faut pas escompter pour lui être mieux que ça. Là, sur cette première séance d'essai, premier jour, il faisait 2-3 tours d'affilée. Dernier jour, il a réussi à en faire 6, alors qu'il pensait peut-être même pas rouler au soir du deuxième jour. Bon, il n'était pas en forme. Il n'a pas pu essayer tout ce que Honda avait prévu pour lui. Il a dit, son épaule, il ne pouvait pas pousser sur les freinages. Alors, on sait que c'est un pilote qui fait la différence sur les phases de freinage, enfin en grande partie. Donc il a testé des évolutions pour plutôt travailler au niveau du moteur, l'accélération chez Honda a une nouvelle boîte à air. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus pour améliorer la performance moteur pour aller rivaliser avec les Ducati. Donc lui, il s'est concentré là-dessus. En revanche, essayer d'améliorer la stabilité de cette moto qui est toujours très, très rigide, très agressive au freinage, il n'a pas pu travailler là-dessus. Donc forcément, là, il y a un petit handicap pour le début de saison. Enfin, on connaît Marquez, on sait aussi qu'entre le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix d'Argentine, il y a 2 week-ends off, donc ça va aussi l'aider à récupérer. Donc s'il ne fait pas de bêtises au Qatar, qu'il gère et puis bon, s'il fait un top 5, ça sera pas très grave, et on sait qu'il sera en forme après. Donc je ne pense pas que Honda soit très pénalisé. Néanmoins, bon, c'est vrai que là, Lorenzo n'était pas là, lui il va prendre du retard dans son adaptation à la moto. Crutchlow n'avait pas roulé depuis le mois d'octobre et sa chute en Australie. Bon, c'est vrai que l'armada Honda est un peu du plomb dans l'aile. Dans l'immédiat, mais la Honda, Thomas, elle était en fin d'année, elle était bien. En tout cas, aux mains de Marquez et de Crutchlow, elle était performante. Donc, c'est pas comme il y a 2-3 ans où il s'était planté sur la conception du moteur et où il y avait des vrais choix à faire, difficiles. Là, on est sur des petites évolutions, donc il n'y a pas péril en demeure. C'est vrai que Jorge Lorenzo, dès qu'il a essayé la moto à Valence, il était content. Il n'avait pas le droit de parler, mais il souriait, il faisait coucou à tout le monde. Enfin, on a compris que ça se passait plutôt bien. C'est vrai que quelque part, ils ont de la chance dans leur malheur. Là, ils ont plusieurs pilotes blessés, mais a priori, la moto est bonne. Maintenant, ce qui va vraiment être déterminant, c'est est-ce que Marquez va réussir à garder son calme et à pas s'en coller une, parce que on le sait, 27 chutes il y a 2 ans, quasiment autant l'an dernier. Dès qu'il commence à attaquer un petit peu plus, il a un style qui le met quelque part en danger. On sait que quand il était en lutte pour son premier titre, il a dû se contrôler sur la dernière course à Valence. Là, ça va être la même chose. Il a a priori l'expérience pour le faire, mais il n'est pas à l'abri de s'en coller une et de se refaire mal à l'épaule. Et alors là, je dirais que le château de cartes s'effondre. Il y a quand même un petit peu de suspense juste pour cet aspect. Après, on sent qu'il a vraiment bavé. Son opération en tout cas, sa blessure était bien plus sérieuse que ce qu'il imaginait, et ce que même, a priori, les médecins le pensaient. Il a dit, quand ils sont partis pour l'opérer, on l'avait à peine anesthésié, que son épaule s'est sortie de son logement toute seule. Donc, c'était vraiment un carnage. L'opération devait durer 1 heure, elle a duré 4. Donc, beaucoup de bricolage là-dedans. Donc, c'est vrai qu'il en a bavé. Et là, je pense qu'il va être prudent parce qu'il n'a pas envie de s'en coller une et de repartir. Là, je pense qu'une chute sur son épaule aujourd'hui, ça pourrait avoir vraiment des fâcheuses conséquences pour la suite. Tout à fait. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais Julien nous revient sur le chrono impressionnant de Bagnaia pour un rookie, 2e temps. Et justement, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que Francesco a juste fait un temps ou est-ce qu'il a été aussi rapide en pneus usés? C'est peut-être un petit peu moins le cas. Ouais, c'est un peu moins le cas, mais non, il a... Bagnaia, c'est comme Mir, c'est comme notre ami Fabio. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors c'est vrai que quand Marquez a déboulé à 19 ans en MotoGP, il a cassé la baraque. Enfin, Marquez, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Donc là, on a des pilotes qui ont du talent, qui sont jeunes, mais à qui il faut laisser un peu le temps. Donc c'est travailler sur des pneus usés, être performant du 1er au 20e tour. C'est le plus compliqué, en fait, aujourd'hui. Pecco le dit lui-même. Il dit je suis aujourd'hui à 65% de mon apprentissage de pilote MotoGP.
c'est quelqu'un qui est plutôt cérébral, qui est malin, qui sait qu'il ne faut pas qu'il s'emporte là-dessus. Il est très content de l'avoir fait, mais il disait, par exemple, l'après-midi, j'avais la crève, donc j'ai pas pu faire ma simulation de course, et là, j'ai perdu plus gros que d'avoir fait ce super chrono. Maintenant, il y a quelque chose que Simon Craffard, le reporter MotoGP, souligne, et l'ancien pilote MotoGP soulignait, c'est que les rookies n'ont jamais bénéficié d'un matériel aussi compétitif cette année. Les plus mauvaises motos sur la grille, entre guillemets, c'est soit des GP18 pour Ducati, soit des M1 2019 pour Yamaha. On a effectivement, quand on est en bord de piste et qu'on les regarde passer, il n'y en a aucun qui fait peine. C'est vraiment homogène. On a vu un moment, lors du deuxième jour, il y avait 19 pilotes en une seconde. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé en MotoGP. Surtout à Sepang. Ouais, surtout à Sepang, qui est un circuit qui fait 5,5 km. Et donc c'est vrai que, comme le disait Simon, c'est une année où les débutants, les rookies, peuvent espérer faire podium, ce qui est quand même plutôt rare. Puis là, on a des rookies, on a un groupe de rookies qui est très homogène, que ce soit Oliveira, Bagnaia, Mir, que ce soit Quartararo, c'est des jeunes qui étaient devant en Moto 2. Il n'y a pas des pilotes qui sont comme l'an dernier, Sciarine, qui arrivait, on l'a un peu choisi parce c'était un pilote malaisien et il avait fait un podium en Moto 2, mais il n'a jamais vraiment brillé. Donc d'ailleurs, on voit que c'est beaucoup plus difficile pour lui. Après, on parlait de Sepang, c'est aussi tous ces pilotes-là qui découvrent le MotoGP. Ils ont fait Jerez et Valence, des petits circuits. Là, ils arrivent sur un circuit où, en bout de ligne droite, on a 50 voire 60 km/h de plus qu'en Moto 2. Donc là, on sait que le plus difficile en termes de pilotage, c'est le freinage. Puis être régulier à tous les tours, freiner au même endroit à 20 cm près, ça demande un peu de métier, quoi. Ce que dit Fabio, il dit on arrive avec 5 hormones de mieux au freinage qu'en Moto 2, mais on doit freiner au même moment qu'en Moto 2. Donc ouais, c'est sportif, ça accélère. Eric Mahé, le manager de Fabio, lui disait tu vas voir, ce qui va te surprendre le plus, c'est, comme disait Coluche, la vitesse à laquelle tu vas à la vitesse. Et c'est vrai que le premier jour, ça l'a vraiment impressionné. Après, Fabio, il a 19 ans, il a l'âge qu'avait Marc Marquez quand il a attaqué en catégorie Rennes, donc il est tout neuf, et de le retrouver là, à ce niveau, à cet âge-là, rien que ça, c'est déjà une sacrée perf. Un mot, Thomas, une question de petit sur les ailerons. C'est vrai que on sait que les ailerons sont interdits depuis quelques saisons. Les constructeurs ont trouvé entre guillemets un moyen de contourner le règlement, et puis le développement. Voilà, on a vu beaucoup de carénage essayé, beaucoup d'aérodynamisme à Sepang. Aujourd'hui, c'est un facteur déterminant malgré cette interdiction. En fait, trouver le moyen de mettre des ailerons sur ces motos, c'est hyper important. Je pense que, comme le dit Luigi Dall'Igna, le précurseur, le directeur de Ducati Corse, qui a eu l'idée en premier de remettre ces ailerons au goût du jour, parce qu'ils étaient là à la fin des années 70 sur la RG500 de Barichin, par exemple. C'est une remise au goût du jour, c'est pas une idée neuve. C'est quelque chose de visible. On ne voit pas l'intérieur des moteurs, donc effectivement nous on en parle beaucoup puisqu'on les voit. Je pense que la Dorna et IRTA ont une bonne idée en encadrant un petit peu la chose pour éviter que les coups en soufflerie n'explosent. La Dorna surtout, l'IRTA n'a rien à voir avec ça. Et donc aujourd'hui, de toute façon, il faut être au niveau dans tous les compartiments de la performance. On sait que ces ailerons sont un avantage. Plus on a de puissance, plus c'est un avantage. Par exemple, Ducati, qui fait encore une fois toutes les meilleures vitesses de pointe, a besoin de plaquer sa moto au sol. Et pour ça, si le carénage donne un petit peu d'effet de sol, c'est-à-dire plaque la roue avant au sol, ils peuvent un petit peu moins brider la moto en électronique et ça se retrouve. Mais c'est aussi de la surface de contact de gomme au sol au freinage, un peu plus de stabilité dans les courbes rapides. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de ne pas en avoir, ce serait à mon sens un handicap. Ouais, on est d'accord. Ouais, après, la question, c'était un peu comment c'est encadré. Aujourd'hui, on a un gabarit. Thomas, il ne faut pas que, si je ne dis pas de bêtises, que les ailerons ne dépassent les extrémités du guidon. C'est ça. Donc voilà, il y a un gabarit. Il faut que au départ, ça avait été interdit. On avait parlé de mesures de sécurité. On avait peur que ça soit tranchant, qu'il y ait des blessures en cas de percussion. Donc on le voit sur la photo là. Les ailerons sont attachés de haut en bas. Donc voilà, ça a été un petit peu réglementé. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage de brider la créativité encore une fois, de l'équipe de Dall'Igna, quoi, parce que c'est chez Ducati qu'on invente. Et pourquoi les empêcher de le faire, quoi. Ouais, complètement. Surtout que là aussi au niveau réglementaire, on a une petite subtilité, c'est-à-dire que les constructeurs homologuent un carénage en début de saison et ensuite ont le droit à
une update, donc une modification. Mais contrairement à l'année dernière, ils ne peuvent pas rajouter ou enlever les espèces de petits spoilers en fonction des circuits. C'est pour ça qu'on a vu Ducati débuter une espèce de triplan, un carénage avec donc 3 hauteurs d'aileron, pour avoir a priori quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. Mais pour rebondir sur ce que disait Michel à l'instant, c'est vrai que Ducati, on sent que ce sont eux, en tout cas d'une manière visuelle, les plus créatifs. On a vu une espèce de petit levier sur le thé de fourche. On ne sait pas exactement ce que c'est. On soupçonne que ce soit éventuellement un système d'aide au départ, comme ce qui existe en motocross, mais là, a priori, c'est relié à l'amortisseur et pas à la fourche pour la comprimer et faire en sorte de gagner un petit peu de vitesse sur les premiers mètres. On a vu aussi ce que les Anglais appellent un torque arm, qui existait en motocross au début des années 80, une biellette additionnelle qui passe sous le bras oscillant, a priori, pour donner du contact de gomme au sol au freinage et permettre à la Desmo Sedici de se ralentir un petit peu plus efficacement, hein, comme disait Michel tout à l'heure, au freinage. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Jerez, Pirot a essayé aussi des ailerons qui étaient placés sur la selle, quoi. Il y a toujours cette fameuse salad box, boîte à salade, où on imagine qu'il puisse y avoir un mass dumper. On a vu Honda, encore une fois, essayer quelque chose de similaire. Donc c'est vrai qu'en termes d'innovation, on peut quand même reconnaître que Ducati fait un super boulot, hein, avec des moyens qui sont limités par rapport aux Japonais, quoi. Donc alors c'est vrai que pas mal de gens trouvent que ces ailerons ne sont pas esthétiques. Moi, personnellement, je trouve que ça donne... ça fait des vrais protos. On a des vraies motos de course. C'est pas des motos, c'est pas du superbike, c'est pas des motos de route, quoi. C'est des vraies motos de course. Et moi, je trouve ça sympa. Et dans le passé, il y avait même encore pire que ça, il y avait des carénages qu'on a appelés les dustbins, les carénages poubelles qui prenaient tout l'avant de la moto, mais en fait, à l'époque, les freins ne suivaient pas, ça a créé des accidents. Mais ouais, c'est effectivement, l'aérodynamique, c'est quelque chose sur lequel les constructeurs bossent depuis 70 ans en Grand Prix, quoi. Il n'y a pas les mêmes systèmes de simulation, les mêmes souffleries aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent de travailler à partir d'ordinateurs en simulation, quoi. Alors, j'aurais qu'on dise un mot très rapide parce que le temps passe aussi sur la performance d'Aleix Espargaro. On n'a pas du tout parlé d'Aprilia, il fait le 7e temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Aprilia a progressé cet hiver? Alors, sur le plan des chiffres, que ce soit sur un tour chrono ou sur une simulation, a priori oui. Moi, j'ai été faire un petit peu de bord de piste avec leur pilote d'essayeur, Bradley Smith. Et clairement, on était dans le virage 4, un petit droite où les pilotes arrivent en freinant très très fort parce qu'ils sont à plus de 300 km/h et qui se relance ensuite. Donc on voit vraiment la reprise des gaz. C'était propre pour toutes les motos, sauf pour l'Aprilia, qui avait l'air brutal, qui sonnait différemment. C'est plus aigu, plus agressif. Je me suis retourné vers Bradley, il me dit, et alors, ta moto? Il me dit, bah, ils ont encore clairement du travail. Donc, moi, je dirais que c'est les seuls pour lesquels je reste un petit peu méfiant quant à leur progrès. J'attends de voir. Aleix Espargaro dispose de cette année d'un excellent chef mécano en la personne d'Antonio Jiménez. Ils ont a priori mieux organiser leur équipe, puisqu'ils ont un ancien de la F1 qui s'appelle Massimo Rivola, qui reprend la direction du team, alors que leur directeur technique avant faisait son boulot de directeur technique, Romano Albesiano, et aussi la direction du team. Il avait trop de boulot. Ils ont un Andrea Iannone qui a priori est rapide, mais là, ce coup-ci, avait quelques soucis de santé. A priori, il y a une deuxième opération de chirurgie esthétique qui n'a pas bien tourné. Il avait 52 points de suture et il ne pouvait pas mettre son casque. Alors chez Aprilia, ils ont dit qu'il avait mal aux dents. Enfin bon, ça marque un peu mal, comme on dit dans le sud. Et bon, attendons de voir au moins les essais du Qatar et la première course pour voir si l'essai est transformé. Très bien, merci messieurs. Peut-être on n'a pas trop parlé de Suzuki. Alex Rins qui a fait deux très bonnes premières journées. Bon, il a peut-être pas réussi à sortir un temps dans le dernier jour, mais on sent que cette saison, la première victoire de l'Espagnol, à mon avis, va pas tarder à arriver. Ouais, je pense qu'il va gagner et je pense que ça peut être aussi un client pour le titre. Ce que tu l'as dit, Alexis, il a été deuxième temps des 2 premières journées. Il est plus loin sur la 3e, mais en termes de régularité, c'est lui le plus rapide sur la moyenne de ses meilleurs tours. La Suzuki, elle était très bien l'an dernier. Il a terminé la saison sur 2 deuxièmes places, Rins. Guintoli était là, toujours pilote d'essai. Il nous disait qu'il avait, Suzuki a travaillé pour essayer d'augmenter encore d'augmenter la puissance du moteur et l'accélération sans dénaturer les qualités du châssis qui semble indéniable. Tout le monde semble reconnaître à cette Suzuki une agilité de vélo. Donc a priori, ils ont réussi à conserver cet équilibre en augmentant les performances et ça a l'air de marcher. Et je pense que Rins, ça va être un client cette année. Ouais.
Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci messieurs. Et puis on va en profiter pour vous montrer en exclusivité la nouvelle couverture de GP Racing qu'on vient de boucler, le guide de la saison 2019, avec encore plus d'infos sur Sepang à retrouver dans GP Racing en kiosque dans quelques jours. Voilà. Merci. Salut.